Et donc, on continue cette première série de rencontres avec Tristan Dziaris, qui va traiter un sujet que vous connaissez tous et auquel vous avez peut-être été confrontés, et en tout cas auquel nous, depuis une trentaine d'années, on a été confrontés plus d'un millier de fois. Et donc, c'est le sujet des conflits d'associés. Alors, des conflits d'intérêts, pardon. Pardon, excuse-moi. Vous voyez comme quoi... Les conflits d'associés en font partie, et je vais les traiter également. Mais du coup, il faut que ce soit la bonne présentation qui se... Non, ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, celle-là, mais celle-là, c'est pas la bonne. C'est pas grave. Hein? Ah, t'as pas de présentation. Ah, ok, ça va. Eh bien, à toi. Bonjour à tous. Je vais commencer par une petite anecdote. Un de mes clients, entrepreneur, avait fait un bon exercice bénéficiaire. Et puis, l'exercice suivant s'est révélé désastreux, déficitaire, avec des pertes significatives, et donc un impact sur la trésorerie, et donc une crise de trésorerie. Donc, on s'est penché sur la question, on s'est gratté la tête, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter l'impact de ce déficit de trésorerie. Et il m'a dit, écoute, j'ai un excellent expert comptable qui fait partie d'un grand cabinet. Je te propose qu'on fasse une réunion à 3 avec lui pour discuter de ça et réfléchir à la stratégie qu'on peut avoir pour essayer de résoudre cette crise de trésorerie. Donc, on rencontre l'expert comptable, on lui raconte l'histoire, il se gratte la tête et il dit « Écoutez, moi, j'ai une solution parfaite pour vous. Je vois que votre entreprise est en difficulté. Ce que je vous propose, ce qui me semble la bonne solution à cette problématique, c'est que vous vous adossiez à un grand groupe qui permettra de vous soutenir financièrement, de vous développer, etc. » Alors, inutile de dire que c'est une recommandation absolument absurde. Proposer à un entrepreneur qui a une entreprise en difficulté de la céder à un grand groupe, c'est le plus mauvais moment, avec un prix à la casse. L'entrepreneur ne contrôle plus son destin. Enfin, c'est totalement absurde. Et moi, je lui réponds, et qu'est-ce que vous pensez du carry-back ? Le carry-back, c'est une problématique typiquement comptable. C'est que le déficit de l'année en cours, au lieu d'être reporté sur l'année suivante, qui est le carry-forward, eh bien, on peut l'imputer sur le bénéfice de l'année précédente. Par contre, c'est une procédure un peu complexe qui nécessite pas mal de travailler et qui, par contre, a des intérêts très significatifs pour l'entrepreneur. Synthèse de cette petite histoire, c'est que l'expert comptable, au lieu de faire son métier et de proposer des solutions comptables à la problématique qui lui est présentée, il tape complètement à côté de la plaque. Pourquoi ? Tout simplement parce que son intérêt, c'est évidemment que l'entreprise rejoigne un grand groupe. Comme ça, il sera sûr d'être payé de ses honoraires. Comme ça, au sein d'un grand groupe, il sera introduit, il y aura peut-être d'autres entreprises dans le groupe dans lequel il pourra travailler. Et il n'aura pas de charge de travail supplémentaire à se peler un dossier de carry-back. Et donc, cet exemple, c'est quand j'y réfléchis à posteriori, je me dis, mais comment est-ce possible qu'un expert comptable avec qui on travaille depuis des années recommande des sujets aussi débiles que ça, et c'est absolument pas ce qu'on lui demande. Voilà, juste pour cerner un petit peu le débat. Et en fait, la conclusion de ça, c'est que en fait, l'entrepreneur nage en permanence dans des conflits d'intérêts. Avec la quasi-totalité de ses interlocuteurs, il y a des conflits d'intérêts. Alors, il y a deux types d'interlocuteurs. Il y a des interlocuteurs dont il sait qu'il n'y a pas des intérêts à aligner avec eux.
C'est le cas des collaborateurs. On sait bien que les collaborateurs ont leurs propres agendas, le salaire, la progression, le CV, etc. C'est aussi, bien entendu, le cas des clients, des partenaires et des fournisseurs. Hein. Il y a des désalignements d'intérêts manifestes. Mais ce qui m'est apparu à cette occasion-là, c'est que les conflits d'intérêts les plus pénibles sont ceux qu'on n'anticipe pas, qu'on n'attend pas. Là, l'entrepreneur, il était persuadé que son expert comptable lui donnait des bons avis, et c'est tombé complètement à côté de la plaque. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'examiner les différents types de conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre un entrepreneur et ses interlocuteurs, et d'essayer de voir comment les détecter, les anticiper, les prévenir. Alors aujourd'hui, je parlerai donc de 3 types d'interlocuteurs avec lesquels l'entrepreneur peut avoir des conflits d'intérêts. Premier type d'interlocuteur, comme l'énonçait Patrick, c'est les associés. Deuxième type, c'est les investisseurs. Et troisième type, c'est les prestataires. Prestataire, on a vu, l'expert comptable, c'est un prestataire, mais il n'y a pas que les prestataires qui sont dans ces situations-là. Alors, d'abord, les associés. Alors, les conflits d'intérêts avec les associés, c'est un sujet en soi. Hein, c'est des sujets qu'on a déjà abordés parce que c'est extrêmement important. Donc, c'est vraiment un sujet en soi. Donc, je vais juste survoler rapidement la problématique des conflits d'associés, mais je suis persuadé que sur la chaîne Melsion, il y a déjà eu des interventions qui détaillent un peu ces problématiques. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits entre associés? Alors, effectivement, nous, on est au contact de centaines, voire de milliers d'entrepreneurs. Et ce qui apparaît, c'est un peu la loi des grands nombres, c'est que quand il y a des entrepreneurs qui se lancent et qui s'associent, eh bien, la fréquence des conflits d'associés est énorme. Moi, personnellement, j'estime que quand il y a plus de 2 associés qui ont plus de 30% du capital, eh bien, il y a une chance sur 3 que dans les années à venir, il y ait un conflit d'associés. C'est donc quelque chose d'extrêmement fréquent. Et puis par ailleurs, comme les entrepreneurs généralement n'ont pas un seul projet dans leur carrière, mais 2 ou 3 projets, eh bien, il est quasi systématique que dans un des projets qu'ils auront, ils soient confiés et ils soient confrontés à un conflit d'actionnaires, ce qui fait que ça fait une problématique extrêmement fréquente. Non seulement fréquente, mais extrêmement douloureuse. Quand il y a un conflit d'associés, il n'est pas rare que la conséquence, ce soit le dépôt de bilan dans l'entreprise. Et au mieux, la meilleure solution qu'il puisse y avoir, c'est un des associés, un ou plusieurs des associés qui s'en vont, et l'associé qui reste, qui rachète leur part au prix d'un endettement extrêmement lourd. Donc les conflits associés, c'est à la fois quelque chose de très fréquent et de très grave. Et donc, ça justifie qu'on se penche sur cette question, alors que peu de gens s'intéressent aux conflits d'associés. Vous allez dans les écoles d'entrepreneuriat, jamais le concept de conflit d'associés n'est évoqué. Vous allez voir tous les gens qui gravitent autour des entrepreneurs, personne ne parle de conflit d'associés, alors que c'est, selon moi, une des problématiques les plus fréquentes et les plus graves qui puissent détruire de la valeur dans un projet entrepreneurial. Quelles sont les causes? Les causes, c'est souvent l'inexpérience de l'entrepreneur, des problèmes structurels, par exemple s'associer avec quelqu'un qui a une autre entreprise par ailleurs. C'est assez fréquent et c'est dramatique parce que l'associé qui a une partie des parts dans votre projet et probablement beaucoup plus de parts dans un autre projet, bien évidemment, il aura tendance
à privilégier les intérêts de l'autre entreprise plutôt que de la vôtre. Donc l'inexpérience, des problèmes structurels, des problèmes de vision stratégique, mais il y a quelque chose qui apparaît le plus souvent, dont personne ne parle non plus, c'est le décalage entre la valeur ajoutée d'un associé et son taux de détention. Moi qui travaille beaucoup avec des startups, je vois qu'il y a un phénomène très courant, c'est ce que j'appelle la règle du 1 sur N. On crée une startup à 2, 3 ou 4 personnes. Et ben, comment est-ce qu'on s'associe? Et ben, on se répartit les actions. Si on est 2, 50-50, un demi. Si on est 3, un tiers. Si on est 4, un quart. Discutez autour de vous avec des startups, c'est quasiment toujours le cas. Et c'est absurde. Parce que quelles sont les chances que, quand il y a plusieurs associés, ils apportent tous autant de valeur les uns que les autres? Ben, il n'y a aucune chance. Il y en a forcément un qui, dans la durée, apportera plus de valeur que l'autre. Et on le voit extrêmement fréquemment. 3 associés ou 2 associés s'associent. Par exemple, un qui fait le commercial marketing et un bout de la stratégie et l'autre qui fait le produit ou la technique. Au départ, il n'y a pas de produit, donc celui qui s'occupe du produit apparaît comme ayant une très forte valeur ajoutée. Vous vous positionnez 5 ans après, il y a toute une équipe de spécialisée sur le produit. Le gars, si ça se trouve, il est un mauvais manager. La valeur qu'il apporte 5 ans après est sans commune mesure avec la valeur de celui qui fait le commercial et le marketing. Et ce décalage entre le taux de détention et la valeur qu'il apporte, ben, ça crée des conflits d'associés. Celui qui a plus de taux de détention que de valeur est considéré comme un boulet par l'autre, et c'est ce que j'appelle le phénomène de la bombe à retardement. C'est-à-dire que tant que l'entreprise n'a pas de valeur, ben, ce décalage n'a pas d'impact, mais dès que l'entreprise commence à prendre de la valeur, la locomotive considère que le boulet n'a pas le bon taux de détention, sauf que, comme les taux de détention, c'est écrit dans le marbre, ça génère des conflits. Donc voilà rapidement une analyse des causes. Ce qui est important, c'est la prévention. Comment faire en sorte que l'on évite ces conflits d'intérêts. Alors, si on reprend les différentes causes, il y a l'inexpérience, d'où l'importance de se faire conseiller, y compris en début de projet, quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Et quant à la dernière cause que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le décalage entre l'apport de valeur et le taux de détention, moi, ce que je recommande, c'est du vesting. Vous lancez un projet, vous prenez un associé, ne lui donnez pas un taux de détention a priori parce qu'il a un beau CV, mais vous lui donnez un taux de détention a posteriori, à résultat atteint, avec des mécaniques de vesting et de montée progressive au capital, de telle manière à s'assurer à ce que dans le temps, eh bien, il ait un taux de détention qui corresponde à la valeur qu'il apporte effectivement et non pas à la valeur dont on pense qu'il l'apportera dans le futur. Voilà rapidement, j'ai survolé les problématiques de conflits associés. Alors, il y a d'autres manières aussi de prévenir. Il y a écrire un pacte d'actionnaires. Il y a aussi d'envisager un crash test, c'est-à-dire lorsque vous vous associez, réfléchir avec votre associé sur ce qui pourrait mal se passer et comment est-ce qu'on résout et quelle solution on trouvera quand ça se passera mal, etc., etc. Je passe au deuxième type d'interlocuteur,
qui est l'investisseur. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que les investisseurs qu'ils ont fait entrer à leur capital ont des intérêts alignés avec eux parce que plus l'entreprise se porte bien, plus leur participation a de valeur, comme lui, et donc clairement, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien. C'est très réducteur comme analyse parce qu'il y a des grosses différences entre les intérêts des investisseurs et les intérêts des entrepreneurs. Première grosse différence, c'est que les investisseurs mutualisent leurs risques alors que les entrepreneurs ne mutualisent pas leurs risques. Les investisseurs, ils ont toujours tout un tas de participations. Ils ont une écurie de boîtes dans laquelle ils ont des participations. Et la pratique montre que c'est sur, mettons qu'ils aient 20 poulains dans leur écurie, eh ben, ils auront des gains importants sur 1, 2, voire 3 poulains qui remporteront le prix d'Amérique. Les autres, c'est pertes et profits. Alors que l'entrepreneur, il n'a qu'un seul projet, c'est son projet. Et donc, il n'a aucune mutualisation du risque. Ce qui fait que les entrepreneurs, les investisseurs pousseront à la prise de risque pour devenir le champion du prix d'Amérique, alors que l'entrepreneur, il a intérêt à minimiser les risques, parce que s'il se plante, il perd tout. Voilà. Et donc, l'investisseur, ce qu'il va faire, c'est que vous avez les 20 canassons qui sont au départ, il va donner un grand coup de trick sur chacune des groupes des canassons en disant « Vas-y, montre ce que tu sais faire et vas-y, développe-toi, va à l'international, fais ceci, fais cela, investis un maximum, c'est pas grave, si tu prêtes de l'argent, je te financerai et montre ce que tu as dans le ventre. » Et puis, si le canasson ne supporte pas le choc, perdre ses profits, c'est pas grave. C'est un conflit d'intérêts majeur. Et beaucoup d'entrepreneurs n'en sont pas conscients parce que quand ils reçoivent le gros chèque, ils s'empressent de l'investir dans des investissements dont la rentabilité n'est pas acquise. Alors que s'ils avaient un petit peu de jugeote, ils en mettraient un peu plus de côté et ils feraient des investissements un peu plus sûrs. Ça, c'est le premier conflit d'intérêts entre les investisseurs et les entrepreneurs. Deuxième conflit d'intérêts, c'est la liquidité. La plupart des investisseurs placent de l'argent qui n'est pas leur. Et il faut qu'ils le rendent. Et ils le rendent à un temps donné. Et donc, ils exigent de la part de l'entrepreneur un pacte d'associés avec une clause de liquidité. Il faut que je récupère mon fric dans 5 ans. Donc, on fait un pacte d'actionnaires dans lequel on indique, dans 5 ans, on mandatera une banque d'affaires et on vendra la boîte pour que je bénéficie de la prime de majorité. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vendez une participation minoritaire, la valeur est beaucoup plus faible que si vous vendez une participation majoritaire. Et donc, même si l'investisseur est minoritaire, il voudra que la totalité de l'entreprise soit vendue pour bénéficier du surplus de valeur de la vente d'une participation majoritaire. Inutile de dire que cette clause de liquidité est extrêmement pénalisante pour les entrepreneurs. Dans 5 ans, est-ce que ce sera le bon moment pour vendre ou pas? Ça dépend, on ne sait pas, on verra. Hier, j'étais avec un entrepreneur qui a décidé de vendre sa boîte et puis il s'est ravisé.
parce que ce n'est pas le bon moment. Le climat économique aujourd'hui fait que ce n'est pas le bon moment de vendre. Mais quand vous avez un pacte d'actionnaires avec une clause de liquidité obligatoire parce que l'investisseur doit rendre l'argent aux LPs, bah, voilà. Donc là encore, c'est un conflit d'intérêts fondamental. Voilà pour les investisseurs. Et puis, troisième catégorie, c'est les prestataires. On a déjà mentionné le cas des experts comptables. En fait, pour pouvoir détecter un conflit d'intérêts, il faut comprendre le modèle économique de son interlocuteur. Dans le cas des experts comptables, comment ça se passe? Comment est-ce que les experts comptables vivent? Eh bien, ils proposent à leurs clients entrepreneurs des forfaits. Je te fais ta compta et ta paye, et ça sera tant par mois. Pour optimiser sa rentabilité, eh ben, la seule solution, c'est de passer le moins de temps possible par client. D'autant plus que les experts comptables, aujourd'hui, ont énormément de mal à recruter. Et donc, le modèle de fonctionnement des experts comptables, c'est je passe le moins de temps possible. Et dans le cas de l'exemple que j'ai cité, ben, je ne vais certainement pas me lancer dans des travaux supplémentaires parce que ça me nuit à mon modèle économique. Pour les investisseurs, si on réfléchit à leur modèle économique, il m'est apparu quelque chose, c'est que quelque part, quels que soient les conseils qu'ils donnent à l'entreprise, l'impact que ça a sur le parcours de l'entreprise est très faible. Et donc, quelque part, ils n'ont pas tellement de moyens d'action sur le futur de l'entreprise. Par contre, il y a quelque chose qu'ils maîtrisent, c'est le pacte d'actionnaires. Vu que quand ils investissent, ils font obligatoirement signer un pacte d'actionnaires à l'entrepreneur et c'est acquis. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, la manière la plus efficace pour un investisseur d'optimiser, c'était de rogner la part de l'entrepreneur via le pacte d'actionnaires, c'est-à-dire de prévoir tout un tas de clauses qui font que si ça ne se passe pas aussi bien que prévu, eh bien, il est relué, ou autre manière de le dire, l'entrepreneur est dilué. Voilà. Et donc ça, il faut comprendre ça et avoir ça en tête pour comprendre ce qu'il en est. Un autre exemple de prestataire avec lequel il y a des intérêts qui ne sont pas toujours alignés, c'est les avocats. Les avocats, ben, on connaît bien leur modèle économique qui est essentiellement une facturation au temps passé. Mais pas seulement. Là, j'ai un autre exemple en tête. J'avais une entrepreneur qui avait un projet assez capitalistique et qui a décidé de lever des fonds auprès de Business Angel et qui a demandé à sa propre avocate de rédiger un pacte d'actionnaires. Donc j'ai a posteriori relu le pacte d'actionnaires et je suis tombé de mon fauteuil parce que j'ai trouvé une clause de liquidité. Je dis, mais comment ça se fait que tu as une clause de liquidité? C'est bien toi qui as écrit le pacte d'actionnaires. Et tu n'avais que des business angels en face. Les business angels, contrairement aux VC, ben, c'est leur propre argent et ils n'ont pas à le rendre et donc ils n'ont a priori pas de date butoir. Ah ben oui, mais c'est mon avocate qui m'a dit que dans les packs d'actionnaires, il y avait des clauses de liquidité. Je dis pas du tout. Et donc en
regardant ça, en fait, c'était l'avocate qui avait fait un petit peu de zèle, qui avait mis une clause de liquidité, qui se dit je vais travailler avec tout un tas de business angels intéressants qui ont pignon sur rue, et qui s'est dit je vais montrer mon professionnalisme, et à tel point je sais faire des beaux pactes d'actionnaires qui sont bien intéressants pour les investisseurs, et qui, quelque part, consciemment ou inconsciemment, se disait que, quelque part, elle se faisait sa pub en oubliant totalement qu'elle travaillait pour un entrepreneur, et que pour un entrepreneur, avoir une clause de liquidité dans son pacte d'actionnaires, c'est quand même extrêmement gênant. Voilà tout un tas d'exemples avec des associés, avec des investisseurs et avec des prestataires où on a vu apparaître des pactes d'actionnaires. Alors, je terminerai rapidement en disant, oui, mais Emelsion là-dedans, est-ce qu'ils n'ont pas des conflits d'intérêts avec les entrepreneurs qu'ils accompagnent? Est-ce que ce n'est pas des prestataires comme ceux que j'ai évoqués plus tôt? Alors, là, la réponse, c'est que, quelque part, on a fait dans le modèle Melsion tout ce qu'on a pu pour essayer d'aligner au maximum nos intérêts avec les intérêts des entrepreneurs qu'on accompagne. Par exemple, on s'interdit d'avoir des participations dans le capital de nos clients parce que ça générerait des conflits d'intérêts. Comme on a évoqué avec les associés et les investisseurs. Deuxièmement, comme vous l'avez vu, eh bien, c'est souvent sur des questions économiques que se situent les conflits d'intérêts, des questions de modèle économique, des questions de revenus. Et je vous rappelle que le modèle de Melsion, c'est un modèle discrétionnaire. Donc on évacue totalement la question des honoraires et du revenu. C'est le client qui décide la valeur qu'il perçoit dans notre accompagnement et le montant de nos honoraires. Et ça, c'est la meilleure manière qu'on ait trouvé de ne pas d'aligner nos intérêts le plus possible avec nos clients. Merci Tristan. On va prendre une première, deuxième question, mais on n'en prendra pas beaucoup parce qu'on a un horaire, hein, avec une petite pause qui arrive après notre troisième intervenant qui peut du coup se préparer. Voilà, alors pour qui la première question ? Je vais essayer d'être brève. Merci pour la thématique parce que je trouve qu'elle souligne bien la solitude de l'entrepreneur. Et une question m'est venue quand on postule à YC, par exemple. On reçoit automatiquement un mail pour les solo founders en leur disant vous êtes seul, on finance, ou on prend aussi des solo founders, mais on vous recommande de vous associer systématiquement. Donc, je voudrais savoir, selon toi, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts dans cette question, sans forcément, parce qu'il n'y a pas une analyse au questionnement pourquoi vous êtes solo founder. Donc, je suis curieuse juste d'avoir ton avis. Tout à fait. Alors, c'est une excellente question. Je ne l'ai pas évoquée dans le conflit d'associés, mais une des préconisations que je fais pour éviter tout conflit d'associés, c'est d'être solo founders. Et quant au modèle économique de Y Combinator, eh bien, c'est juste le modèle économique que l'on déteste, c'est-à-dire la prise de participation, un peu comme The Family, et vous avez vu ce que ça a donné dans le cas de The Family, c'est de dire on va vous apporter des tas de choses, et donc en échange de cette valeur, on vous prend un bout du capital. Alors, c'est un modèle extrêmement courant. Moi, ma vision, c'est de dire que les gagnants à ce petit jeu-là sont extrêmement peu nombreux. Les boîtes qui réussissent en levant régulièrement de l'argent, comme toutes celles qui sont incubées chez YC, eh ben, sont extrêmement peu nombreuses. Et que la plupart des projets entrepreneuriaux ne survivront pas à ce type de traitement. Et donc, nous, on recommande au contraire la sécurité
contrairement à la prise de risque. Et on recommande donc d'être solo founder, si on peut l'être, de ne faire entrer des éventuels associés que le plus tard possible, à un moment où vous contrôlerez clairement le projet. J'interviens de temps en temps à HEC et une des interventions que je fais, c'est comment doubler la valeur patrimoniale d'un projet entrepreneurial en 3 mois. Et ce que je leur explique, c'est que d'habitude, les étudiants qui sortent d'HEC Entrepreneurs s'associent à 2, 3 ou 4, en moyenne 3. Ils ont la règle du 1 sur N, ils ont 33% chacun. Et moi, ce que je leur dis, c'est lancez-vous seul, donnez de la matérialité à votre projet, choisissez une marque, faites un site web, ayez un pitch, et seulement après, 3 mois après, prenez des associés et vous verrez que vous n'aurez aucun mal à les faire entrer, les faire monter dans votre bateau avec un taux de détention infiniment plus faible, typiquement 15 ou 20%. Et donc vous retrouvez 3 mois plus tard à 3 associés également, sauf que vous avez 60%, alors que eux ont, s'il y en a 2 pour avoir la parité 2 fois 20, 40%. Donc vous serez passé de 33% à 60% en 3 mois. Vous aurez doublé votre espoir de gain dans la durée. Et puis, chose essentielle, vous serez majoritaire au lieu d'être minoritaire. Et là, je reprends un petit dicton de Albert Frère, petit minoritaire, petit con, gros minoritaire, gros con. Le statut de minoritaire est un statut éminemment défavorable. Il vaut mieux être majoritaire. Et quand on se lance à 3 à 33%, il y a 3 gros cons. Merci, bonjour. J'ai trouvé ça une super prise de conscience à titre personnel. Donc merci beaucoup. Juste, j'aimerais bien avoir des clés, parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'exemples qui aident à cette prise de conscience, mais peut-être des clés pour ne pas se dire que la solution, c'est d'être tout le temps sur ses gardes. Parce qu'en fait, là, je me dis juste que, ok, en fait, je navigue avec que des requins autour de moi. Et donc, est-ce qu'il y a, au lieu d'être juste en permanence sur ses gardes et se poser cette question en pleine conscience, en permanence, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, astuces? L'idée, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'il y a des gens avec qui on sait qu'on a des conflits et qu'on n'est pas aligné. C'est les salariés. Maintenant, ce que je dis, c'est que ceux avec qui on croit être en confiance alors qu'on ne l'est pas, c'est des associés, des investisseurs, etc. Donc, effectivement, l'idée, c'est être conseillé, parce que être entrepreneur, ça prend beaucoup de temps. Moi, je dirais, par exemple, sur les problématiques capitalistiques, il y a 3 catégories. Il y a les amateurs, il y a les expérimentés et il y a les professionnels. Les entrepreneurs, généralement, sur les problématiques capitalistiques, c'est des amateurs. Parce que quand on lance un projet, même si on lance un deuxième projet, on a très peu d'expérience. Les expérimentés, c'est les business angels, et les pros, c'est les VC. Et donc, quand on est entrepreneur, il faut soit avoir de l'expérience, soit se faire conseiller par des gens qui ont de l'expérience pour éviter des faux pas qui ne vous apparaissent pas, mais qui sont assez clairs et assez probables. Donc, pour répondre à votre question, il ne s'agit pas de douter de tout le monde, il s'agit de monter en expertise. Et une des manières de monter en expertise rapidement, c'est de se faire conseiller pour que d'autres qui ont plus l'habitude et qui ont des intérêts a priori alignés avec vous, vous alertent sur les problèmes.
Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Tristan.